Depuis que je fais des top 10, je me suis toujours dit une chose, je ne referai pas un sujet que j'ai déjà traité dans une précédente vidéo. C'est vrai, c'est con, si j'ai déjà fait le top 10, ça peut pas y avoir un autre top 10. Ou alors je fais le classement du numéro 11 au numéro 20, mais ça veut rien dire non plus, non c'est n'importe quoi. Sauf si... Mais ouais, s'il y a un sujet qui me permet de défier la logique, c'est bien celui-là. Allez, c'est parti pour le top 10 des paradoxes qui vont faire surchauffer votre cerveau. Numéro 2. Numéro 10, le paradoxe du tas. On commence par ce paradoxe qui date de l'Antiquité et qui prenait déjà la tête des Grecs de l'époque. Imaginez un tas de sable dans lequel il y aurait, disons, 1 million de grains de sable. Si on retire un grain du tas, on n'a plus que 9999 grains de sable, mais ça reste toujours un tas de sable. Et si on retire un autre grain, puis encore un autre, puis un autre, puis un autre, ça reste toujours un tas de sable. Par contre, si on fait ça jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un seul grain de sable, là on ne peut plus parler de tas. Alors à quel moment on est passé d'un tas à un non-tas, comme par magie ? Ouais, je ne crois pas à la magie, Perrin. Je crois à la logique. La logique, vous savez ce que ça veut dire ? Et ne me répondez pas 2 grains, ni même 3 ou 4 grains de sable, j'appelle pas ça un tas. Ne me répondez pas du tout d'ailleurs, il n'y a pas de bonne réponse puisque je vous rappelle que c'est le principe d'un paradoxe. Et celui-ci cherche un raisonnement logique à partir d'un mot qui a une définition floue, un tas. Numéro 9, l'âne de Buridan. Là, on est face à un paradoxe philosophique. D'ailleurs, Buridan, c'est le nom du philosophe français qu'il a inventé au XIIe siècle. Il raconte qu'un âne, aussi affamé que assoiffé, était placé entre une botte de foin et un seau d'eau. Mais genre, parfaitement au milieu, exactement à égale distance des deux. On est pile au milieu. L'âne s'est alors demandé par quoi il allait commencer, manger du foin ou boire dans le seau. Et plus il se posait la question, plus il hésitait. Finalement, l'âne se laissa mourir, incapable de faire un choix. Vous trouvez ça absurde ? Nous aussi. Oui, je sais, c'est débile, ce n'est qu'une fable, mais elle montre bien les choix qu'on fait tous au quotidien, même sans s'en rendre compte, et ce qui nous pousse à les faire. Et la question que se pose Buridan, c'est comment faire un choix entre deux options qui présentent exactement les mêmes avantages et les mêmes contraintes. Si rien ne nous pousse à choisir une option plutôt qu'une autre, on devrait rester bloqué comme l'âne. Et pourtant, heureusement pour nous, on arrive toujours à faire des choix. Sans blague, vous trouvez pas que c'est paradoxal ? Ouais, c'est pas faux. Bon, et si l'histoire de l'âne vous a rendu triste, rassurez-vous, en vrai il aurait fini par aller boire en premier naturellement, la soif se fait plus forte que la faim dans cette situation. Numéro 8, la fourmi sur l'élastique. Imaginez une fourmi posée tout au bout d'une corde élastique de 1 mètre de long. Elle marche en essayant d'atteindre l'autre bout, mais elle va pas bien vite puisqu'elle parcourt seulement 1 cm par minute. Et à l'autre bout, il y a un petit malin qui étire l'élastique. Et lui, toutes les minutes, il agrandit l'élastique de 1 mètre. Donc, quand elle a marché 1 cm, il tire jusqu'à ce que l'élastique fasse 2 mètres. Puis, quand elle a marché 1 cm de plus, il tire encore jusqu'à ce que l'élastique fasse 3 mètres. Etc. indéfiniment. Alors, je sais que c'est pas possible en vrai, mais imaginez que la fourmi et le petit malin ne s'épuisent jamais et que l'élastique s'étende à l'infini. L'existence même de cette chose défie toute logique. Merci, j'ai compris. La question est très simple, est-ce que la fourmi atteindra un jour le bout de l'élastique ? Et là, bien sûr, c'est évident, vous allez me répondre non. Si elle marche 1 cm par minute et que lui tient 1 mètre par minute, elle atteindra jamais l'autre bout. Eh bien, détrompez-vous, elle atteindra bien un jour le bout de l'élastique. Non mais attendez, c'est n'importe quoi. Et ça aussi, c'est ce qu'on appelle un paradoxe, une réponse complètement contre-intuitive. Et pour le coup, c'est mathématique. Alors je vous passe la formule de calcul du rapport entre la distance que parcourt la fourmi sur celle de l'élastique, mais en gros, il faut se dire que quand l'élastique est étiré, la distance derrière la fourmi s'étend aussi. Et le pourcentage d'élastique parcouru par la fourmi ne fait que grandir, et il va bien finir par atteindre 100%. Et dans ce cas, le nombre de minutes s'écrit avec 43 chiffres, soit plus de temps que l'âge de l'univers. Numéro 7, le paradoxe du barbier. Celui-ci raconte l'histoire d'un village qui a voté la loi suivante. Le barbier doit raser tous les hommes qui ne se rasent pas eux-mêmes, et seulement ceux-là. Alors le barbier du village s'exécute, et il rase tous ceux qui ne se rasent pas eux-mêmes. Et bien sûr, il respecte la loi, il ne rase pas ceux qui se rasent tout seuls. Mais au bout de quelques jours, la barbe du barbier a poussé, et il se demande s'il doit se la raser lui-même. Et vous avez compris que c'est là que le paradoxe apparaît, puisqu'il sera forcément hors la loi. S'il se rase lui-même, il enfreint la loi, puisque je vous rappelle que le barbier ne peut raser que les hommes qui ne se rasent pas eux-mêmes. Et s'il se rase pas lui-même, il sera aussi en tort, parce qu'il est obligé de raser tous les hommes qui ne se rasent pas eux-mêmes, et ce serait son cas. Et ne me dites pas qu'il a qu'à la laisser pousser, ou se la faire raser par quelqu'un d'autre, puisqu'on serait aussi dans le même cas. Bien essayé, mais on m'a farci la tête de composants tordus engloutisseurs de paradoxes. Vous avez compris, s'il se rase, il viole la loi, et s'il se rase pas aussi. Puisque c'est comme ça la barbe. Bon, admettons que le barbier est une femme, sinon on est encore là demain.
Numéro 6, l'effet Richardson. En géographie, et plus exactement en topographie, on cherche à faire des mesures précises. Mais il existe un paradoxe qui rend certains calculs impossibles, et c'est le cas de celui de la longueur des côtes du Nil. C'est Lewis Fry Richardson qui s'en est rendu compte au 19e siècle, lorsqu'il constate que la longueur du littoral du Nil pouvait varier selon les sources. Il découvre alors que ces écarts proviennent de la précision des calculs. Regardez cet exemple avec la Grande-Bretagne. Si on fait un calcul très grossier, avec des longs traits de 200 km chacun, on calcule un total de 2400 km de côte. Puis si on devient un peu plus précis, avec des plus petits segments, on compte 2800 km. On divise encore la taille des segments et on trouve 3400 km de côte. Et vous avez compris le principe, plus l'unité de mesure est petite, plus on tombe sur une grande longueur du littoral. Alors je me dis qu'il doit y avoir un rapport, c'est pas impossible. Mais le problème avec les côtes du Nil, c'est qu'on peut toujours être de plus en plus précis. On pourrait mesurer chaque falaise, puis chaque rocher, et même chaque petit caillou qui les compose. Et plus on serait précis, plus la distance totale serait grande. D'un point de vue géométrique, on est dans le même cas que les fractales, c'est-à-dire des figures au détail infini. Et ça a été validé par les mathématiciens, la longueur des côtes du Nil est par nature infinie. Bah c'est pas faux, mais c'est pas vrai non plus. Et démerde-toi avec ça parce que j'ai du boulot moi. Bon, je vous rassure, les topographes utilisent une règle de calcul et ne descendent presque jamais sur des détails plus petits qu'1 kilomètre. Pour eux, les côtes de la Grande-Bretagne font 4500 km de long. Numéro 5, le paradoxe de Ampel. Celui-ci nous vient de l'allemand Ampel, qui en 1940 a voulu démontrer que si on fait des raisonnements logiques et généraux à partir d'observations et d'exemples précis, on appelle ça l'induction, et ben les conclusions pouvaient être très surprenantes. Voilà son paradoxe. Tous les corbeaux sont noirs. Et si on voulait prouver le contraire, il suffirait d'un seul contre-exemple, un corbeau rouge par exemple. Mais si tous les corbeaux sont noirs, quand on voit quelque chose qui n'est pas noir, on peut en déduire que ce n'est pas un corbeau, quoi que ce soit. Bah oui, c'est logique quand on y réfléchit. Bon, je récapitule dans le calme. Par exemple, si je vois une orange, même si j'ai jamais vu de corbeau de ma vie, eh ben je sais que ce n'en est pas un puisqu'elle n'est pas noire. Et en partant de là, pour prouver que tous les corbeaux sont noirs, on pourrait lister tout ce qui n'est pas noir et vérifier que rien de tout ça n'est un corbeau. Avec cette logique-là qu'on appelle inductive, le fait de voir n'importe quoi d'autre qu'un corbeau et qui n'est pas noir apporte une preuve supplémentaire que tous les corbeaux sont noirs. C'est quand même la preuve la plus pourrie de toute l'histoire de la preuve. Hein. Et c'est ça qui est aberrant, dire que le fait de voir une orange apporte une preuve que tous les corbeaux sont noirs n'a aucun sens et pourtant c'est logique. Mais là où ça va vraiment vous faire réfléchir, c'est que si tous les corbeaux étaient roses, cette même orange vous apporterait une preuve supplémentaire que tous les corbeaux sont roses. Numéro 4, 0,99999. En maths, il arrive que des nombres et des décimales à l'infini. Par exemple, quand on divise 1 par 3, ça fait 1 tiers, et ça vaut 0,33333 avec une infinité de 3 derrière la virgule. Mais il existe un nombre qui présente un paradoxe étonnant, 0,99999 avec des 9 à l'infini. Ce nombre est égal à 1. Mais pas genre presque égal, non, il est parfaitement égal à 1. Et ça, je sais que ça peut surprendre, mais les mathématiciens l'ont démontré avec des preuves de différents degrés de rigueur. Je comprends, mais enfin, faut être logique. Vous savez, la logique aujourd'hui. Tenez, si on divise un chiffre par 9, on obtient un 0 avec ce même chiffre à l'infini derrière la virgule. Et donc assez logiquement, si on divise 9 par 9, on obtient 0,99999, sauf qu'on sait que 9 divisé par 9, eh ben ça fait 1. Et ça se vérifie de plein de façons différentes. Si vous voulez une autre démonstration simple à comprendre, il y a celle-ci. Bref, c'est assez paradoxal de se dire qu'un même nombre peut s'écrire de deux manières, c'est pas évident à admettre. Voilà, c'est pas pareil, hein, c'est... Ah non, c'est autre chose. C'est loin les tailles, hein, vous savez, c'est pas... Mais si vous voulez vous en convaincre, essayez de faire 1 moins 0,99999, ça fait 0,0000 avec une infinité de 0 derrière. Numéro 3, le paradoxe des pommes de terre. Derrière ce nom qui a l'air tout bête, il y a un casse-tête avec un résultat qui va forcément vous surprendre, écoutez bien. Quand on récolte les pommes de terre, elles sont composées de 99% d'eau, et donc de 1% de matière sèche. On en fait alors des sacs de 100 kg, et dans chaque sac, si on compte bien, on a au total 99 kg d'eau et 1 kg de matière sèche. Mais pendant leur stockage, les pommes de terre sèchent un peu et perdent de leur eau jusqu'à ce que l'eau ne représente plus que 98% de leur composition. Question, combien pèse alors le sac de pommes de terre ? Là, on est tenté de se dire que le sac pèse un tout petit peu moins qu'au départ. On peut même se dire que si on a perdu 1% de teneur en eau, on a perdu 1 kg et donc que le sac ne fait plus que 99 kg. Mettez pause maintenant si vous voulez chercher de vous-même car la solution semble complètement paradoxale. La bonne réponse, c'est que le sac ne pèse plus que 50 kg. 50 kilos de peut-être. Et les calculs sont très simples à vérifier. La matière sèche représente toujours la même quantité, 1 kg. Et si le poids total du sac est de 50 kg, l'eau ne pèse plus que 49 kg. Et 49 kg sur un poids total de 50 kg, et ben ça fait bien 98%. Alors il a toujours l'air aussi bête mon paradoxe des pommes de terre ? Mais t'arrêtes avec ces pommes de terre ? Numéro 2, le problème de la Belle au bois dormant. Attention, accrochez-vous bien parce que ce paradoxe probabiliste pose problème à tous ceux qui l'ont étudié. Il est assez récent puisqu'il a été inventé en 2000 et il a la particularité d'aboutir à deux solutions qui se contredisent. Écoutez ça. Le dimanche soir, la Belle au bois dormant est endormie. On lance alors une pièce pour faire un pile ou face.
Si elle tombe sur face, on réveille la belle le lendemain, le lundi, puis on la rendort avec un somnifère qui lui fait complètement oublier qu'elle s'est réveillée. Et le mardi, on la laisse dormir. Par contre, si la pièce tombe sur pile, on la réveille le lundi, puis on la rendort avec le même somnifère qui lui fait tout oublier, sauf que le mardi, on la réveille encore. La petite précision, c'est qu'à chaque réveil, on lui pose la question « Quelle est la probabilité que la pièce soit tombée sur face ?» Que devrait répondre la belle? Ouais, je sais, raconté comme ça, on a tous envie de répondre la même chose au départ. On bat les couilles, frère. Non mais sérieusement, essayez d'y réfléchir. Du point de vue de la belle, quelle est la probabilité que la pièce soit tombée sur face? Sachant que la pièce n'est pas truquée et qu'elle est au courant des règles de l'expérience. À chaque réveil, elle sait pas si on est lundi ou mardi, elle pourrait donc juste dire que la pièce avait une chance sur deux d'être tombée sur face, comme dans un pile ou face classique. Et le fait d'être réveillée tel ou tel jour ne change rien. Mais elle pourrait aussi se dire que 2 fois sur 3, elle serait réveillée parce que la pièce était tombée sur pile. Donc la probabilité que la pièce ait fait face est de 1 sur 3. J'ai rien compris. Non, ou alors c'est moi, Non, moi non plus, j'ai rien compris. Et ben vous pouvez y réfléchir longtemps parce que les meilleurs probabilistes s'arrachent toujours les cheveux sur ce problème. Les réponses 1,5 et 1/3 semblent correctes, et pourtant elles se contredisent, donc l'une des deux est forcément fausse. Et numéro 1, le paradoxe des Crétois. Épiménide aurait déclaré au 5e siècle avant Jésus-Christ « Tous les Crétois sont des menteurs ». Et drôle de coïncidence, Épiménide était lui-même crétois. Vous le voyez, le bon gros paradoxe? S'il dit la vérité, ça veut dire qu'il est un menteur, et s'il ment, ça veut dire qu'il n'est pas un menteur. J'ai menti, t'as eu raison. Bref, c'est une sorte d'autoréférence, ou plutôt d'anti-autoréférence, puisque dans tous les cas, on tombe dans une situation impossible. Tout ce qu'on aime. Et pour conclure en beauté, je vous en ai préparé quelques-uns dans le même genre qui devraient vous faire péter un câble. Toutes les règles ont une exception. Mais est-ce qu'il y a une exception à cette règle? Sur un mur, il est écrit « Stop au graffiti ». Encore un génie qui a écrit ça. Cette phrase contient 7 mots. Enfin, non, cette phrase ne contient pas 7 mots. Ah si. Attendez, j'y comprends plus rien là, c'est trop rapide pour moi, j'ai mal à la tête. Oui, bah va falloir s'y faire, mon grand, c'est comme ça ici. Bref, vous avez compris le principe, j'espère que votre cerveau ne fume pas trop. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé et si vous avez des solutions. Je sens qu'il va y avoir des débats sympas à suivre. Un peu comme sur Twitter quand je vous ai posé la question « Votre mission, si vous l'acceptez, est de refuser cette mission. » Alors ? Et ben sur plus de 6000 votes, on est presque à 50-50, alors que je suis sûr que vous avez personnellement un avis bien tranché sur la réponse à cette question. Suivez-moi sur Facebook et Twitter, je vous donne très régulièrement des news avec des petits comptes rendus sur l'avancée du prochain top 10, et oui, bon, ok, parfois je poste des trucs complètement inutiles, ok. Le plus important, laissez un like si vous êtes encore là, c'est gratuit et ça m'aide beaucoup, et abonnez-vous pour voir tous mes prochains top 10, et cliquez sur la cloche, je sors pas tant de vidéos que ça, ce serait dommage d'en rater une. Allez, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite, ciao! Et bah t'es encore là? Ok, alors rien que pour toi une question, réponds à voix haute. Est-ce que le prochain mot que tu vas dire est non?